Le repos est un rêve, la vie est un orage. C'est ce qu'écrivait George Sand dans son délicieux Tamaris. Alors le repos, pour les uns, c'est du temps perdu. Mais pour les sportifs de haut niveau, c'est plus qu'une évidence. Les plus grands champions doivent leur performance à la gestion rigoureuse de leur nuit et de leur phase de repos, dit-on. Oui, mais voilà, comment imaginer dormir tout tranquillement sur ses deux oreilles quand le lendemain se joue la compétition de votre vie, pire, les Jeux Olympiques. Alors comment bien dormir malgré le stress des compétitions? Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20e épisode, 19e épisode d'ailleurs, de l'âme des Jeux, les petits secrets des grands champions, avec Christophe Bourgois-Constantini. Bonjour Christophe. Bonjour Marie-Ange. Toujours avec vos 100 meilleurs exercices d'auto-coaching chez Diathéno. Alors, petite devinette du jour. Mais oui, je vais vous faire deviner quel est notre exceptionnel invité de ce jour. Si je vous dis que notre invité est un ancien footballeur de très haut niveau. Si je vous dis que c'est un chercheur à l'INSEP. Si je vous dis encore qu'il va sortir un livre en septembre. Et si je vous dis enfin qu'il ne va pas nous raconter des histoires à dormir debout. Il s'agit... Ce serait pas un certain Mathieu Nedelec par hasard? Bien vu. Alors avant de lui passer la parole, que vous soyez en préparation pour les Jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris 2024 ou même des amateurs, est-ce que vous avez entendu parler d'une méthode si efficace qu'elle vous permette en 5 semaines de diminuer votre temps de réaction, d'améliorer votre vitesse en sprint, vos habiletés techniques de 9%, tout en améliorant votre vigueur et en diminuant votre niveau de fatigue? Ah, ça semble trop beau pour être vrai, ma chère Marie-Ange. Et pourtant, c'est ce qu'ont observé des chercheurs de Stanford, qui ont proposé à des basketteurs universitaires américains de passer plus de temps au lit. Moi, j'aurais bien aimé faire cette expérimentation, pas vous? Ouais, si. Les heureux sujets de l'expérimentation avaient en effet pour consigne de passer un minimum de 10 heures au lit chaque nuit pendant 5 à 7 semaines. En fait, leur durée de sommeil effectif au cours de la nuit passait en moyenne de 6h40 au début de l'expérience à 8h30 au cours de la phase d'extension de sommeil, avec pour conséquence d'énormes retombées positives sur leur performance et leur niveau de bien-être. D'autres études, enfin, ont montré l'intérêt d'une telle stratégie d'extension de sommeil sur la performance en natation ou encore sur la performance psychomotrice, et le niveau de vigilance. Alors, ce qui est incroyable avec vous, Christophe, c'est qu'on apprend tous les jours au moins une chose. Mais alors là, c'est le grand minimum. C'est incroyable. Voilà ce chapelet de réponses déjà à notre question. Mais on avait quand même besoin de vous, cher Mathieu Nedelec. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci pour l'invitation. On est ravis de vous recevoir, Bonjour, Christophe Mathieu. et moi. Voilà, je crois que vous connaissez déjà Christophe Bourgois-Constantini. Vous qui publiez tout bientôt Dormez mieux grâce aux secrets des grands sportifs aux éditions Vuibert. Mathieu Nedelec, vous qui êtes donc docteur en sciences du sport, je le rappelle, à l'INSEP, spécialiste du sommeil et de la récupération et qui a accompagné donc des sportifs de haut niveau et des équipes pro pour les aider à optimiser ce facteur. C'est là où le bas blesse très souvent, le sommeil. Moi, je me projette, je m'imagine dans la peau d'un sportif de haut niveau. Je dormirai pas pendant au moins 3 semaines avant la compète, quoi. Mathieu Nedelec. Effectivement, c'est un petit peu paradoxal puisque la récupération, c'est considéré vraiment sous forme de pyramide avec à la base le sommeil. Et c'est vrai qu'on s'attache souvent sur des petits détails. Et c'est vrai que la performance à haut niveau se joue sur des petits détails. Mais le sommeil, c'est vraiment la base et c'est parfois paradoxalement un petit peu oublié ou peut-être négligé par certains. Ouais, mais vous l'avez dit, Christophe, c'est hallucinant, les capacités cérébrales, physiques, c'est fou tout ce qu'on ignore, des ressources trouvées dans le sommeil, puisées dans le sommeil. Au fond. Vous vous souvenez, j'avais dans un premier livre interviewé plus de 650 champions, et ce qui m'avait frappé, c'est que des gens comme François Pinault, par exemple, qui est un champion quand même de l'industrie, voire Richard Mille, notre fameux sponsor de Rafa, etc., et ces gens-là font la sieste tous les jours. Wow. Et ils font une sieste, et d'ailleurs, Mathieu interviendra, notamment dans le cas de Richard Mille, lui, il appelle ça le Napuccino. C'est-à-dire qu'en fait, il prend un café avant de faire la sieste, il fait une sieste simplement de 25 minutes parce qu'il me dit que l'influence de la caféine, lorsqu'elle rentre dans le sang, attend à peu près 27 minutes avant d'agir. Donc, il se réveille à chaque fois en étant en pleine forme et en profitant de l'effet de la caféine. Ça, c'est bien pour tous les assoiffés de sommeil, vous voyez, qui dorment pas assez la nuit. Super comme conseil, merci. Est-ce vrai, Mathieu? Alors d'abord, est-ce vrai, Mathieu? bonne question.
Donc c'est vrai que la sieste, ça peut être une stratégie bénéfique en début d'après-midi, notamment pour compenser un manque de sommeil. Et si la sieste est un petit peu trop longue, il y a ce phénomène d'inertie de sommeil avec des difficultés pour émerger et finalement reprendre le cours de sa journée. Et effectivement, cette stratégie d'associer le petit café juste avant la sieste, de laisser à la caféine le temps de diffuser dans l'organisme. Ah, nous vous avons perdu. Non, c'est bon, Ouais, c'est nous bon. avons retrouvé. La Effectivement, sieste, ouais, allez-y. ouais, effectivement, utiliser du coup cette association café plus sieste, ça permet effectivement de bénéficier des deux stratégies en une. Ouais. Et alors, pourquoi ce livre, pour commencer, pour qu'on poursuive, pardon, Mathieu Nedelec? Il y avait un besoin du côté des sportifs, une lacune? Euh, Pas forcément un besoin de leur côté, mais mon souhait avec ce livre, c'était de faire bénéficier au plus grand nombre et à un large public des stratégies d'hygiène de sommeil que peuvent mettre en place les sportifs. Effectivement, au cours des dernières années, il y a un engouement autour de cette question du sommeil, de la récupération. Et effectivement, il y a différentes stratégies qui sont aujourd'hui validées scientifiquement et utilisées sur le terrain. Donc c'était l'objectif de les faire connaître par l'entremise de ce livre. Mathieu, on n'est pas égaux face au sommeil et au stress, parce que par exemple, il y a cette célèbre histoire de Jackson Richardson qui, juste avant la finale de handball, il a fallu le réveiller en fait. Le gars s'était endormi Incroyable, paisiblement. D'autres qui vont pas dormir la nuit précédente un match ou une confrontation. Comment ça se passe en fait en fonction des êtres humains? Il y a une différence? Oui, tout à fait. Le sommeil est très variable d'un individu à l'autre, d'un sportif à l'autre. Et ça c'est lié à de multiples facteurs. Il y a potentiellement effectivement un lien entre la personnalité du sportif et son sommeil. Donc effectivement, il va y avoir des gens particulièrement anxieux, ça va rejaillir sur leur qualité de sommeil, d'autres qui vont être particulièrement consciencieux. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a pu montrer aussi, des liens entre traits de personnalité et qualité de sommeil. Il y en a qui ont besoin de dormir seulement 2 heures, comme Napoléon ou Emmanuel Macron, ou pas? Des sportifs qui auraient besoin que de 2 heures, ça se pourrait, ça existe ou pas? Alors effectivement, il y a une infime minorité de la population qui est court dormeur, qui finalement ont seulement besoin de 5-6 heures de sommeil par cycle de 24 heures pour honorer leur grande fonction physiologique, mais ça reste vraiment très minime. Et c'est vrai que dans nos sociétés un petit peu en manque et en crise de sommeil, c'est un raccourci que font certains de dire je suis court dormeur, j'ai pas besoin de beaucoup dormir. Non, la plupart et la grande majorité de la population se situe entre les 7 et 9 heures qui sont recommandées par cycle de 24 heures. En parlant des cours dormeurs, Mathieu, si par exemple on regarde la voile et les compétitions de voile transatlantique, etc., j'avais lu que depuis très longtemps, nos barreurs dorment par cycle de 5 ou 10 minutes. Quoi. Ouais. Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'ils sortent de là quand même complètement rincés Ils ont avec des un déficit hallucinations, certains. Hein. La route du Rhum notamment, ils ont des hallucinations. Ils racontent tous, je crois que... Hein, Mathieu? Alors effectivement, j'ai accompagné aussi quelques navigateurs. Il y en a d'ailleurs un qui intervient et qui témoigne dans le livre. Donc effectivement, les navigateurs, dans cette particularité, par exemple, d'un tour du monde en solitaire à la voile, sont sur un sommeil dit polyphasique, donc avec de multiples et courts épisodes de sommeil. Mais revenus à terre, ils retrouvent un sommeil normal, basé sur l'alternance du jour et de la nuit, comme c'est le cas pour nous tous. Oui, allez-y, Christophe. Alors, quand vous êtes arrivé à l'INSEP, au milieu de tous ces chercheurs, avec vos études, là, comment vous avez été accueillis? Comment est-ce que les sportifs vous ont accueillis? Comment l'encadrement vous a accueillis? Ouais, il y a aujourd'hui un grand engouement autour de cette question de la récupération. L'atteinte d'un haut niveau de performance, ça repose vraiment sur un subtil équilibre entre l'entraînement et la récupération. Alors au cours des dernières décennies, il y a eu un net progrès sur l'entraînement, la périodisation, la planification de l'entraînement. Et aujourd'hui, je pense que dans cette logique d'équilibre entre entraînement et récupération, c'est vraiment un enjeu aussi pour les sportifs d'optimiser leur récupération, et ça passe notamment par le sommeil. Donc il y a vraiment un intérêt et un engouement autour de cette question. Est-ce que ça dépend des disciplines également, la méthode que vous utilisez? Est-ce que c'est différent pour un athlète qui va faire de l'athlétisme que d'un kayakiste ou d'un footballeur?
Alors effectivement, il peut y avoir des charges d'entraînement qui sont différentes d'une discipline à l'autre. Dans les disciplines d'endurance, il y a des charges d'entraînement particulièrement importantes, jusque 35-40 heures d'entraînement par semaine. En gymnastique aussi, on va avoir des fortes charges. Donc effectivement, il y a potentiellement un lien entre ces charges d'entraînement très importantes et le sommeil. Mais voilà, de manière générale, à part des questions d'organisation, c'est par exemple le cas de la natation où on va avoir des entraînements particulièrement tôt le matin. Ouais. Mais mis à part ces quelques spécificités, il n'y a pas vraiment de sommeil propre à une discipline, j'ai envie de dire. Est-ce que dans votre livre, vous donnez des secrets vous parlez des secrets. Alors, quels sont-ils ces secrets? Allons-y, rentrons dans le vif du sujet, Mathieu Nedelec. Alors, effectivement, la première étape, et c'est l'objectif aussi avec ce livre, c'est de mieux se connaître, parce on l'a dit, on est tous différents vis-à-vis du sommeil. Il y a différents exercices pratiques qui permettent de mieux cerner son profil de dormeur et derrière, effectivement, d'aller vers des stratégies. Il y en a beaucoup qui existent pour prendre soin de son sommeil, mais qui vous conviennent, qui sont en accord avec votre profil. Non, mais quels sont-ils ces secrets? dormeur. Ce qu'on veut savoir, c'est les secrets des grands sportifs. Quels sont-ils? Est-ce que vous pourriez nous illustrer un petit peu votre propos à la lumière de ce que font les grands sportifs? C'est ça qui nous intéresse. Oui, tout à fait. Après, je ne pense pas qu'il y ait une recette miracle, il n'y a pas un secret. C'est vraiment trouver les stratégies qui vous conviennent vis-à-vis de votre profil, encore une fois. Et là, donc effectivement, il y a beaucoup de stratégies qui sont présentées dans le livre autour de l'environnement de sommeil, une literie thermorégulante, par exemple, qu'on a mis au point, les stratégies nutritionnelles, quels sont les aliments qui peuvent permettre de favoriser votre sommeil, la détente cérébrale, quel type d'activité vous allez avoir et qui vont permettre un certain état de détente cérébrale au cours de l'heure qui précède le coucher. Bien utiliser la lumière, le matin au réveil, dans la journée, le soir venu, quels sont les types, les longueurs d'onde de lumière à utiliser. Donc voilà, il y a plein de conseils, de stratégies, et je suis sûr que voilà, il y en aura plusieurs qui répondront aussi à vos attentes. Mathieu, quand on parle sommeil, il y a plusieurs sommeils, non? On parle de sommeil effectif, de sommeil paradoxal. Comment ça se passe exactement? Je me souviens que quand j'étais en prépa, j'avais cette fausse idée que paraît-il que lorsqu'on s'endormait entre 22h et minuit, les nuits de sommeil comptaient double, vous voyez, par exemple. Est-ce que tout ça est vrai? Tu es en prépa, Christophe? Ouais, je fais maths sup, maths spé, dans une autre vie. Oui, Mathieu. Il y a beaucoup de croyances autour du sommeil. L'une d'entre elles, c'est que les heures de sommeil avant minuit sont très doubles. Ah, on vous a perdu, Mathieu. Ah, est-ce que vous m'entendez? Oui, Ça y est, on vous a c'est retrouvé. Bon. Ok, j'espère que la qualité de la connexion va être... Oui, c'est très bien. satisfaisante. C'est très bien, ne vous inquiétez pas. Ok. Donc alors, le Je coup de disais- 22h minuit, alors est-ce que c'est vrai ou pas? Vrai ou faux? Non, c'est une croyance selon D'accord. laquelle les heures de sommeil avant minuit compteraient double. Ce qui est important, c'est de dormir en accord avec votre chronotype. Donc, est-ce que vous êtes plus du matin, du soir? Ouais. Une personne qui serait du soir avec des couchers plutôt tardifs et des levers tardifs, lorsque son emploi du temps le permet, finalement, elle, c'est pas avant, après minuit, mais c'est à partir de son heure préférentielle de coucher, par exemple 2 heures du matin, pour un chronotype nettement du soir, c'est quelque chose qui se retrouve. Là, c'est important pour elle de respecter cet horaire de 2 heures au maximum. Que font les navigateurs? J'ai envie de revenir aux navigateurs, je trouvais ça intéressant l'exemple évoqué par Christophe tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Comment est-ce qu'ils font? Quels sont leurs secrets quand même pour s'obliger à ne dormir que quelques minutes toutes les 2 heures? Je crois que c'est ça, il me semble, 2-3 heures. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté au fond? Qu'est-ce qu'ils témoignent à propos de ça? Je pense qu'à ce niveau-là, il y a avant tout un entraînement régulier à la sieste et à la capacité à s'endormir rapidement et à trouver rapidement un sommeil récupérateur qui soit profond. Oui, tout à fait, c'est un véritable entraînement. Les navigateurs, en général, ils sont vigilants quand même sur le temps de sommeil qu'ils arrivent à cumuler sur 24 heures, parce que ça, c'est quelque chose de fondamental. Et parfois, avec ces multiples courts épisodes, ils arrivent à quand même cumuler jusque 5, parfois 6 heures de sommeil par 24 heures. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, il y a aussi tout ce qu'ils vont mettre en place avant de partir, finalement, avant de prendre le départ. Et là, effectivement, il y a quelques travaux qui ont montré l'intérêt aussi de stocker du sommeil. Donc, c'est des protocoles d'extension de sommeil et qui permettent effectivement d'emmagasiner un petit peu de sommeil en prévision d'une future dette. Revenons sur terre, Mathieu, et dans le football, puisque vous le connaissez bien. Il y a quelqu'un qui a été très décrié en France et pourtant qui était un précurseur, qui s'appelait Marcelo Bielsa.
pour le grand public, sachez qu'à un moment donné, c'est un entraîneur argentin qu'on appelle El Loco, un peu le fou, etc. Et lorsqu'il est arrivé dans le club de Lille, il a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces installations ? Vous allez me casser tout ça, vous allez me construire un dortoir individuel pour que les gens puissent faire la sieste, etc. » Et il a été pris pour un fou. Est-ce qu'on en est toujours là dans le sport de compétition d'équipe quand quelqu'un comme ça arrive en disant attention, la sieste c'est hyper important et il faut faire des équipements. Est-ce que la Ligue 1 par exemple, comme la Ligue 2 ou le rugby, est-ce qu'ils sont équipés en conséquence ? Alors effectivement, hein, encore une fois, la sieste, ça peut être intéressant, mais encore une fois, dépendant de votre profil. C'est-à-dire, il y a certains sportifs, pour le coup, qui n'ont absolument pas besoin de faire la sieste parce qu'ils ont un sommeil nocturne tout à fait satisfaisant. Après, la question de l'environnement de sommeil, effectivement, elle est fondamentale. Et d'ailleurs, ici à l'INSEP, là récemment, et en prévision aussi des Jeux Olympiques, il y a eu une rénovation de fond en comble de l'ensemble des internats, à la fois des mineurs et des majeurs. Ça représentait environ 600 lits. Et donc effectivement, il y a eu une évolution sensible de la qualité du couchage et de la literie. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Voilà, susciter aussi l'envie, le plaisir d'aller au lit. Je pense que ça rejaillit aussi sur finalement le temps qu'on passe au lit et le temps qu'on passe aussi endormi. Donc c'est vrai que c'est souvent envisagé parfois comme une perte de temps ou quelque chose. Je pourrais m'entraîner plus longtemps. Je pourrais m'entraîner plus longtemps si je dormais moins. J'imagine que ça fait partie des grosses tentations. Et ça rogne sur mes loisirs potentiellement. Mais non, en fait. Non, mais là, je parle des champions. Parce qu'on est quand même sur notre émission de l'âme des jeux. Mais effectivement, oui, c'est plutôt les loisirs. Mais pour eux, j'imagine que c'est du temps perdu. Mais pour eux aussi, par rapport à leur rythme qui sont particulièrement contraints, voilà. Certains ont aussi une autre activité à côté, un projet de formation, une activité professionnelle. Donc voilà, le soir venu, c'est aussi le temps de déconnecter un petit peu. Mais voilà, quand l'heure du coucher arrive, potentiellement, voilà, ça peut aussi prendre sur mes temps de loisirs et sur la nouvelle série que j'ai absolument envie de voir. Mais en fait, voilà, créer ce besoin, cette envie aussi, ce plaisir de se coucher, je pense que c'est quelque chose d'important. Mathieu, il y a des courbes très précises qui existent, notamment ce qu'on appelle le temps circadien. Alors là, nos athlètes sont à la maison, il n'y a pas de décalage horaire, etc. Mais on est bien d'accord que nous avons un cycle. Et qu'à un moment donné, c'est pour ça que parfois, lorsqu'on est en décalage horaire, on se met à bâiller à 4 heures de l'après-midi, parce qu'en fait, c'est un réflexe automatique. Est-ce que vous nous expliquez un peu plus comment fonctionne le temps circadien ? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, il y a un rythme circadien de la vigilance. C'est-à-dire que notre vigilance, elle fluctue sur 24 heures avec voilà, des moments de vigilance et puis à l'opposé des moments de somnolence. Donc ça, c'est réglé notamment par notre horloge biologique à la base de notre cerveau. Et puis, il y a beaucoup de rythmes de notre organisme qui dépendent de cette horloge biologique. Ça va être par exemple la température centrale, la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, voilà, ces rythmes fluctuent également sur un rythme proche de 24 heures. Et effectivement, c'est déterminant de connaître son chronotype et ce rythme circadien, puisque ça va nous potentiel de sommeil, on en parlait tout à l'heure. Ça va définir aussi nos fenêtres de performance physique, cognitive au cours de la journée. On est bien d'accord pour dire que globalement, il y a des gros traits, le matin, on peut faire de la rationalité. Entre midi et 15h, 16h, ou midi, 15h, il me semble avoir lu que la rationalité, elle est totalement absente et que c'est plus une période propice à faire des brainstorming, à délirer un petit peu, parce que justement le rationnel n'est plus là. Et ensuite, la courbe repart, voire pour certains, ce qu'on appelle les oiseaux de nuit, qui peuvent travailler jusqu'à 2h ou 3h du matin. Ça marche comme ça, grosso modo ? Alors effectivement, c'est dans les très grandes lignes. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un décalage de plusieurs heures dans ces fenêtres de performance entre un chronotype du matin et du soir. Mais effectivement, l'idée, ça peut être de venir placer
même des séances d'entraînement en fonction de leur contenu au cours de la journée, en prenant en compte à la fois le chronotype spécifique du sportif et effectivement ses spécificités. Voilà, par exemple, la période entre grosso modo 18 et 20 heures, c'est un petit peu plus tard pour les chronotypes du soir, c'est une période en or pour réaliser une performance neuromusculaire et aller chercher des adaptations de ce type via l'entraînement. Alors c'est vrai que je voulais vous demander, mais c'est trop tard, mais on imagine que les champions doivent arriver, avec les décalages horaires, vous m'y avez fait penser tout à l'heure Christophe, effectivement les jet lag, il vaut mieux qu'ils arrivent quand même à Paris 15 jours avant. On imagine que les champions à chaque JO, à chaque championnat, arrivent, avec tout ce que vous avez dit, j'en conclus qu'il est mieux d'arriver une semaine, voire 2 semaines avant pour se réhabituer à un nouveau cycle, refaire son cycle en fait dans la terre, sur le terrain d'accueil, quoi, si je puis dire. Mais ce sera le mot de la fin puisque, chers amis, c'est l'heure déjà de se quitter pour ce numéro spécial sommeil de l'âme des jeux. Merci Mathieu Nedelec. Merci Mathieu. Votre livre, je le rappelle, vous. merci à vous, Dormez mieux grâce au secret des grands sportifs. Ça sortira donc en septembre chez Vuibert. Merci à vous, merci Christophe. Pourquoi Constantini? Merci beaucoup Marie. Et on se dit à demain.